on le dit, on le redit, le pays est à nouveau sous cloche, l'Internet a été coupé. Pour autant, vous qui avez énormément de contacts, et merci de nous les faire partager d'ailleurs sur vos réseaux, y a-t-il encore les moyens de s'informer autrement que par la télévision d'État aujourd'hui en Iran? Oui, parce que ils ont accès à des satellites. En fait, la télévision d'État, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est aussi une cible pour l'armée israélienne. D'ailleurs, dès les premières heures de la guerre, on a vu que les présentateurs n'ont pas présenté dans les décors habituels. On se rappelle de ce bombardement en direct pendant la guerre des 12 jours avec cette présentatrice qui vraiment s'est accrochée à son bureau en prononçant des paroles religieuses. Donc ça reste une cible parce que c'est un outil de propagande. Il faut savoir une chose, c'est que les Iraniens la regardent très peu, en fait, cette télévision d'État. Ils sont tous branchés sur des satellites. Mm-hmm. Ils ont accès à des chaînes d'opposition iraniennes qui sont BBC en persan, Manoto, VOA également en persan, et Iran International, cette fameuse chaîne qui est vraiment la bête noire du régime et qui est très très regardée en Iran. C'est dangereux de les regarder quand on est en Iran? Alors il y a des satellites. C'est comme Radio Londres pendant la guerre. Non, mais il y a des satellites partout qui sont sur les toits. Quand vous installez, quand vous emménagez quelque part, vous appelez une personne, c'est son travail. Ouais. Il vient vous installer un satellite, un boîtier. Personne comme ne ça, vous avez surveille ce que vous regardez, alors. Non, pas du tout. Enfin, moi, c'est la période où j'étais. En tout cas, on avait accès librement à ces satellites. C'est toute l'hypocrisie, en fait, de ce régime. Mais maintenant, effectivement, a fortiori depuis les grandes manifestations de janvier, il y a eu une chasse aux satellites, une chasse aux boîtiers Starlink. Donc, ils viennent et ils brouillent ces chaînes. Et notamment, les informations que j'ai eues de Téhéran encore hier, c'est qu'ils ont accès à ces chaînes. Par exemple, France 24, ma chaîne, c'est brouillé. Ils arrivent à avoir accès à France Info, à France 2, mais c'est brouillé parce qu'ils savent très bien que sur ces canaux, les Iraniens arrivent à avoir de vraies informations. Mais cette chaîne de propagande, moi, ce qui m'avait aussi vraiment hérissé le poil, c'est de voir c'est quasiment des prédicateurs qui sont à la télévision d'État. Et lors des manifestations de janvier, notamment le 8 janvier, qui ont mené au plus grand massacre jamais commis dans ce pays contre la population iranienne, il y avait un homme qui était venu à la télévision et qui avait dit « Je vous préviens, gardez vos enfants à la maison, ne venez pas pleurer s'ils sont blessés ou si on leur tire dessus. » Donc c'est vraiment un outil qu'utilise le régime pour parler aux Iraniens, mais aussi pour parler à l'extérieur. Vous nous rappelez cette répression féroce, sanglante, 30 000 morts, ou peut-être même plus en deux jours seulement. Est-ce que c'est un chiffre établi maintenant? Non, on saura sans doute jamais. Il y a même des chiffres de la répression. Comment on le calcule, alors? Parce que alors, il y a des... il y a toujours des polémiques autour des chiffres à Gaza, donc là, c'est un peu... Oui, non, c'est une bonne question. Aussi. En fait, on se base sur des ONG qui sont basées à l'étranger et qui enquêtent. Donc, par exemple, RANA, nous, on travaille avec RANA, H-R-A-N-A, qui a établi pour le moment le chiffre de 7 000 morts, mais elle continue d'enquêter sur au moins 12 000 cas. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont été tuées, qui ont été enterrées à la va-vite par leurs parents, parce qu'ils avaient peur qu'on vole le corps ou qu'on leur fasse payer le corps de leurs enfants, notamment. Il y a des personnes qui ont disparu. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Idem pour les personnes qui ont été arrêtées. On n'a pas de chiffres sûrs. Et en fait, le plus terrible dans ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'on n'aura jamais de chiffres définitifs. Ouais. C'est plus de 15 000, manifestement. En fait, moi, je me base... Nous, on a documenté ça à France 24 dans un documentaire qui s'appelle « Iran, la révolte massacrée ». On a parlé avec des médecins qui ont travaillé ce soir-là. Et il y a un médecin qui m'a parlé même de 50 000 morts. Oui. Mais c'est impossible de vérifier, donc on ne donne pas ces chiffres-là. On se base sur les chiffres des ONG. Mais ce soir-là, il nous a dit « J'ai vu arriver des blessures. J'ai vu des choses horribles dans ma vie de médecin, mais ça, je n'avais jamais vu. Des personnes visées, en fait, au moment où elles fuyaient. Donc, dans le dos, partout, des personnes âgées qui avaient 70, 70 ans. Tuées à bout portant à la Kalachnikov. Voilà. Justement, commencent les fêtes de Nowruz. Vous allez nous dire ce que c'est, symboliquement, ce nouvel an perse. Et tout à l'heure, il y avait Adel Bakawan, qui est un spécialiste du Moyen-Orient, qui nous disait « Ils vont sortir de chez eux, les Iraniens ». Est-ce que c'est vrai, malgré les bombes, malgré la hantise d'une nouvelle vague de répression? Ils sortiront de nouveau quand ils sentiront que c'est le bon moment. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai parlé qui ont manifesté au mois de janvier et qui m'ont dit on attend, là, c'est pas le moment. C'est trop dangereux. Et là, ils sortiront parce que c'est une fête religieuse, c'est autre chose. Oui. Nowruz, non, c'est une fête païenne.
Nowruz, c'est vraiment fêté par tous les Iraniens, c'est fêté par 400 millions de personnes dans le monde. C'est une fête païenne, c'est une fête qui date de l'époque où l'Iran, la religion était le zoroastrisme. Donc c'est pas du tout une fête religieuse. Et c'est justement les religieux, quand ils prennent le pouvoir en 1979, ils veulent interdire Nowruz. Oui, mais c'est une fête qui unit tous les Iraniens. Voilà, qui réunit tous les Iraniens. En fait, il y a 3 fêtes à Nowruz et elle a commencé mardi par le Chor al-Shambesouri. Ce sont les images que l'on voit d'ailleurs à l'antenne. On saute au-dessus du feu et c'est là où ils avaient l'interdiction de sortir dans la rue puisque l'Iran techniquement est en deuil après la mort de Ali Khamenei, un deuil de 40 jours et c'est une fête très, très joyeuse. Et contre toute attente, ils sont sortis et ils étaient beaucoup à être sortis. Et malheureusement, la répression était là également. On a pu entendre des tirs. Aujourd'hui, c'est une fête qui est familiale. Donc, on est à l'intérieur de la maison. On va voir à 18h16, pardon. L'Iran est passé dans franchi cette étape et donc est dans une nouvelle année. Et on est autour de sa famille, on mange et on va voir les autres membres de sa famille. D'ailleurs, sur les images qu'on a pu voir, certaines images sur les réseaux sociaux, des Iraniennes à Téhéran notamment faisant leurs courses, ça m'a vraiment frappée. Le voile a disparu des rues. Ces images que j'ai postées, effectivement, elles sont incroyables parce qu'ils sont quand même sortis faire leurs courses. En fait, il y a une tradition, c'est d'aller faire les courses de Nowruz. C'est la fête du printemps, il faut acheter des fleurs, il faut faire sa table. Donc, il faut que sur la table, il y ait 7 éléments qui commencent par la lettre S. Il y a par exemple un ail, une pomme pour la beauté, il y a de l'argent, il y a du vinaigre. Voilà, il y a plein d'éléments. Et ils sont quand même sortis acheter ça. Et tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un à Téhéran. Et moi, je lui disais, cette année, par solidarité avec vous, j'ai pas fait ma table. C'est la première année que je fais pas ma table. Il m'a dit, moi, écoute, figure-toi que moi non plus, je voulais pas la faire. Et finalement, je vais la faire, mais à minima. Donc, ils vont quand même le fêter ce soir avec un plat traditionnel qui est du riz aux herbes avec du poisson et du poisson blanc, en fait. Et la tradition, c'est de donner des billets aux enfants. Donc, il va y avoir quand même à minima cette célébration familiale. Et ensuite, dans 12 jours, c'est la fin de Nowruz avec le 6 des Bédards où il faut être dehors. Donc, on doit pique-niquer, on doit être dans la nature et être dehors. Donc, pour avoir fait beaucoup de Nowruz et voir comment ça se passe là-bas, je ne pense pas qu'ils vont profiter de Nowruz pour sortir. Mais effectivement, quand ils verront que les forces de répression ne sont plus en capacité de leur tirer dessus, ils sortiront. Voilà. Et même si les filles n'ont plus le voile, et ça c'est très impressionnant sur ce que vous avez posté, sont saisissantes, la répression elle est toujours là. Et bien là, je vais vous montrer un extrait du reportage de Maryse Burgot, c'était dans le 20h de France 2 mercredi dernier. Le pouvoir tient, et c'est aussi par la répression. Ici, un rassemblement à Téhéran pour fêter l'approche du Nouvel An perse. Des véhicules de la police arrivent. Et très vite, des tirs à l'arme automatique se font entendre. Les gens fuient. Impossible aujourd'hui de se réunir, sauf pour célébrer le régime. Ce jeune homme, vivant dans la capitale, explique que le pouvoir a pris le contrôle de tous les espaces publics. Maintenant, je vois des groupes de personnes dans les rues qui ne sont pas du tout des nôtres. Ce sont des gens qui soutiennent le gouvernement et qui, en réalité, nous ont pris les rues. Voilà, c'est très impressionnant de se rendre compte que malgré le conflit, les bombes, la difficulté de ce régime qui est pour partie décimé, la répression de la population civile ne faiblit pas. C'est exactement ce qui s'était passé après la guerre des 12 jours et c'était justement la grande crainte de la population iranienne que cette guerre s'arrête sans un régime décimé, parce que c'est un régime qui allait se venger sur sa population. Il y a eu énormément d'arrestations. Il y a Rana, l'ONG dont je vous parlais tout à l'heure, qui a donné ce chiffre de 1400 plus de quasiment 2000 exécutions en un an. Jusqu'à ce matin, ce lutteur, ce portrait populaire, avant-hier, on l'a appris ce matin, mais c'était hier l'exécution. Ça allait, 3 personnes. 19 ans, 3 personnes. Ils sont sortis manifester au mois de janvier et ils ont été pendus. C'est un double message. C'est un message pour la population, pour leur dire, voilà, si vous ressortez, c'est ce qui vous attend l'échafaud. Et c'est un message pour Donald Trump, parce que Donald Trump n'était pas intervenu au mois de janvier. Il avait préféré négocier avec le régime en disant qu'il avait réussi à empêcher 800 exécutions. En fait, c'est faux. En fait, plus le régime va être affaibli, plus le régime va être acculé, plus il va se venger sur la population. Et là, ce qu'on a vu au mois de janvier,
c'est une confirmation que ce régime est en guerre contre sa population. Comment vous imaginez un pays, une société qui est sous les bombes depuis 3 semaines, qui n'a plus Internet, qui ne sait plus ce qui se passe. Ils en sont réduits à fixer les fenêtres où ils ont mis du scotch de fortune pour éviter qu'il y ait des explosions chez eux, pour essayer de comprendre où ça a tapé, quelles cibles ont été visées, à se téléphoner au téléphone fixe. Et même Nowruz, quand on est dans la diaspora, il faut appeler sa famille. Aujourd'hui, personne ne pourra s'appeler pour souhaiter la bonne année. Donc, quel gouvernement impose ça à sa population? Plus les arrestations, je finis sur ça, de nombreuses personnes ont été arrêtées juste pour avoir envoyé des vidéos de frappe à des journalistes ou à l'étranger. Laurent Geoffrin. Alors, ça veut dire que la guerre n'a pas affaibli l'appareil de répression? La guerre n'a pas... Alors, ce qui est intéressant de voir, je trouve que la semaine dernière, bien sûr, etc. La semaine dernière, on ne comprenait pas trop quelle était la stratégie israélienne et américaine. Je pense que les Israéliens assument clairement un changement de régime, ce que ne fait pas Donald Trump. Et ça s'est éclairci à la mort de Ali Larijani. En 48 heures, on voit qu'ils ont visé les checkpoints. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que comme les commissariats sont visés, eh bien, ils se réfugient dehors. Donc, ils sont dans les rues, massivement. Il y a des checkpoints partout, là, dans les rues. S'ils restent chez eux, ils risquent... Voilà, ce sont et des c'est pour cibles. ça que le stade Azadi, qui est le stade emblématique de Téhéran, le plus grand stade de Téhéran, a été rasé, ce qui a été triste pour les Iraniens, parce que c'est des souvenirs, c'est là où se trouvent des compétitions sportives, mais c'était là où se réunissaient beaucoup de gardiens de la Révolution. Donc en fait, ils se réunissent dans des établissements sportifs, parfois dans les écoles, dans des souterrains, et ils sont en fait partout. Moi, il y a une Iranienne qui me disait... les policiers qui nous ont tiré dessus parce qu'elle avait manifesté il y a 1 mois et demi dorment dans leur voiture parce qu'ils ont peur. Et rien que les voir avoir peur, ça apaise un petit peu ma colère. Et la province, parce qu'on on parle beaucoup de Téhéran, la répression est la même ou un peu moindre. Et qu'est-ce qui s'y passe? Parce qu'on a pu voir ce qui s'est passé au Kurdistan irakien, on a pu comprendre que peut-être les Américains misaient sur un armement des minorités kurdes iraniennes. Que se passe-t-il notamment au nord du pays? Alors, le nord du pays, il y a eu des bombardements tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de Téhéranais qui sont partis sur la mer Caspienne parce qu'ils ont estimé que c'était plus sécurisé pour eux. Avec des navires iraniens qui ont été bombardés aujourd'hui par Israël. Écoutez, la répression, elle est très très forte à Téhéran. Téhéran, c'est quand même plus de 10 millions d'habitants, à Shiraz également, et le Kurdistan iranien. Le Kurdistan iranien, ça a toujours été un peu un laboratoire de l'horreur, c'est-à-dire de répression très intense contre les ressortissants de cette région, parce que le régime estime que le Kurdistan iranien a des velléités de faire sécession et d'entraîner l'Iran dans une guerre civile, sauf que lors des dernières contestations, on a bien vu que les Kurdes, donc qui font partie de cette région du Kurdistan iranien, soutenaient ces mouvements. Il y avait un sentiment national qui les habitait contre ce régime. Alors évidemment, vous avez écouté le message audio à la télévision d'État de Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême aujourd'hui, alors que les Iraniens entrent dans cette fête de Nowruz, le nouvel an perse. Qu'en avez-vous pensé? Ça n'est pas sa voix, on n'a pas son visage. Et la propagande est là, l'ennemi est vaincu, le gouvernement résiste, tout comme l'économie, pour le message. Mojtaba Khamenei, il y a une vraie incertitude sur son état de santé, visiblement. Donc il était avec son père. Mais vous pensez qu'il est en vie? Je pense que... Alors, je n'ai pas d'informations sûres, mais je pense qu'il est touché aux jambes, parce qu'il était avec son père. Il y a quand même sa femme, sa mère, son père... un de ses fils, sa sœur... Le jour de la première attaque sur le palais résidentiel à Téhéran. Il pourrait être dans le coma, il pourrait ne pas savoir même qu'il est guide suprême. En fait, il fallait, pour le régime, montrer qu'il ne perdait pas la face, donc nommer très rapidement une personnalité. Il faut savoir une chose, c'est que Mojtaba Khamenei n'était pas le successeur nommé par Ali Khamenei. Ali Khamenei, au moment, parce que tout le monde s'attendait à cette guerre... Il n'était pas fléché par son père. Pas du tout, il ne voulait pas que Mojtaba reprenne le flambeau. Mojtaba est extrêmement... c'est ça ? Voilà, exactement. Il ne voulait pas que ce soit un régime héréditaire, parce que Khomeini, qui était le fondateur de la République islamique, s'opposait à ça, qu'il n'y ait pas de dynastie. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on a l'impression, effectivement, d'une forme de dynastie, presque comme en Corée. Il s'est passé que les gardiens de la Révolution ont totalement pris le contrôle de l'Iran aujourd'hui. Quand Ali Khamenei était vivant, il tenait encore ce système. Moi, j'ai toujours dit qu'il y aurait un changement
en tout cas à l'intérieur du système, au moment de la mort de Ali Khamenei. Donc là, les gardiens de la révolution ont totalement pris le C'est-à-dire qu'il a pouvoir. empiré depuis la mort du guide, quoi. Comment ? Ça veut dire que le régime a empiré, alors. Surtout que Ali Larijani, par exemple, était contre sa nomination. Il a retardé la nomination. Quand Mojtaba a été nommé, il s'est opposé à cette nomination. Et il y a eu presque comme un quasi-coup d'État à l'intérieur du régime parce qu'il voulait pousser pour que ce soit son frère, Sader Larijani, qui a dirigé le Parlement iranien pendant de longues années, Mais alors, soit plutôt... qui dirige aujourd'hui, selon vous ? Alors, moi, je pense vraiment c'est le corps des gardiens de la Révolution. Vous savez, en fait, ils sont quasi en pilote automatique. C'est-à-dire que ils se sont préparés à cette guerre depuis 47 ans. Ils ont observé comment les États-Unis opéraient sur les terrains, l'Afghanistan, l'Irak. Cette guerre-là, ils l'attendent depuis 47 ans. Ali Larijani, qui a été tué il y a quelques jours, il avait été nommé par Ali Khamenei pour préparer cette guerre, pour que chacun des commandants des gardiens de la Révolution ait 3 successeurs. Il a fait des allers-retours à Moscou pour aller voir Vladimir Poutine. Ils ont préparé cette guerre. Ils ont fait en sorte que les 31 provinces de l'Iran que les gardiens de la Révolution soient suffisamment implantés pour pouvoir agir seuls avec un seul but, la survie de la République islamique. Quel que soit le représentant, se divise. Voilà, on avait préparé cette infographie avec tous les dignitaires, qu'ils soient politiques, militaires, qui ont déjà été exécutés. On en est à plusieurs dizaines. Ce régime, les gardiens de la Révolution, survit quel que soit celui qui le représente, quoi qu'il arrive. C'est comme une forme d'hydre, donc de pieuvre, on lui coupe un bras, elle repousse. Exactement. Et en fait, il y a quelqu'un qui est nommé à chaque fois. Lors de la guerre des 12 jours, il y a plusieurs aussi gardiens de la Révolution qui ont été éliminés. Et à chaque fois, quelqu'un a été nommé. La personne la plus importante hiérarchiquement pour l'instant, c'est Ghalibaf, le président du Parlement iranien. Massoud Pezeshkian n'a aucun pouvoir du tout. Donc le président iranien dit plutôt conservateur, même s'il faut être prudent avec cette formule. Il n'y a pas de défection dans le régime. Ça, si quelqu'un vous dit il y a plein de défections dans le régime, c'est faux. Il n'y a même pas de tendances différentes. Dans les régimes totalitaires, il y a souvent des tendances. Dans le régime stalinien, il a fini d'ailleurs par tomber sur lui-même à cause de divisions. Oui, il y a une tendance religieuse. Et il y a une tendance nationaliste. Donc des fois, la tendance religieuse et la tendance nationaliste ne se comprennent pas effectivement. Mais il est affaibli, ce régime, c'est sûr. Mais justement, on a entendu aujourd'hui Benjamin Netanyahou, on a passé le son tout à l'heure du Premier ministre israélien, qui lui parle de fissures au sein du régime. Alors certes, il y a aussi une forme de propagande dans cette guerre israélienne, mais il y a aussi du renseignement. S'il y a bien un pays qui sait ce qui se passe en Iran, c'est le Mossad et les services israéliens. Vous dites aucune défection. Il n'y a pas la moindre fracture ou le début d'une fissure dans ce régime. La fissure sur laquelle misent les Israéliens et les Américains, c'est Artesh, c'est l'armée régulière de l'Iran. Alors expliquez-nous pourquoi cette armée régulière, qui normalement est indépendante des gardiens de la Révolution, oui, mais qui est contrôlée quand même par les gardiens, est toujours en soutien. En fait, les gardiens de la Révolution, ils ont été créés par Khomeini pour... Vraiment, leur titre exact, c'est gardien de la révolution islamique. Donc, de préserver le régime à tout prix. Ce sont des milliers de personnes. Il y a 5 branches. Rien que dans l'armée de terre des gardiens de la révolution, il y a 165 000 hommes. Les Bassidji, c'est 1 million de personnes. Les seules choses sur lesquelles ils peuvent, quand Benjamin Netanyahou dit « Allez-y, on est en train de frapper les forces répressives pour que vous sortiez dans la rue », et ils attendent effectivement à ce qu'il y ait des retournements. Par exemple, les Bassidji ou des petits gardiens de la révolution qui sont très mal payés pourraient effectivement se renverser et aller du côté du peuple. Mais on ne voit pas ça pour l'instant. Il n'y a pas de défection. Il y a peut-être eu des défections diplomatiques. Il y a eu 2 ambassadeurs qui ont décidé de demander l'asile, mais il n'y a pas de défection à l'intérieur du régime, parce qu'ils ont des moyens de pression très forts sur les familles pour l'instant. Et Artesh, qui est cette armée régulière en fait de l'Iran, pour le moment, ne fait pas défection. Et en fait, en Iran, tout est scindé en deux. Vous avez comme le ministre des Renseignements, Ratib, qui a été éliminé quelques heures après Ali Larijani, on a dit que c'était un coup dur pour le régime. En fait, le vrai ministre des Renseignements, c'est le ministre des Renseignements des gardiens de la Révolution. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce qui va se passer dans les prisons, par exemple, parce que là, les forces qui géraient les prisons pour l'instant ont déserté parce qu'elles ont peur d'être visées. C'est très inquiétant d'ailleurs le sort des prisonniers politiques, leur ration alimentaire. La grande prison d'Erbil, dont il y a tellement d'étudiants dont on dit que c'est l'université. Evin, oui, la plus grande, exactement, la plus grande université. Je voulais juste terminer, il nous reste quelques secondes, Mariam Pirzadeh, les joueuses de football qui ont fait le tour du monde, ces images où on les a vues ne pas prononcer l'hymne national. On a tous été très surpris malgré l'asile. La plupart d'entre elles, l'asile qui leur a été proposé en Australie, la plupart d'entre elles ont choisi de rentrer. Parce que pression sur leur famille. Il y a une des joueuses, sa famille avait disparu.
Donc, vous les voyez quand elles franchissent la frontière avec l'Iran, leur visage est fermé, elles sont presque au bord des larmes. Il faut continuer à parler d'elles parce que et merci de le faire pour nous. Des choses très grave. Merci beaucoup, merci infiniment pour le travail que vous menez depuis Paris, de donner un écho à la population en Iran. Il y a vos réseaux sociaux et puis bien sûr il y a France 24 pour suivre toutes vos analyses. Merci Mariam Pirzadeh.